Bonjour Sabrina, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce podcast. Pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, malheureusement, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Comment tu aides ton prochain au quotidien? Et ensuite, j'aurai quelques questions pour toi qui concernent quelques problèmes que rencontrent certaines athlètes et certains athlètes. Avec plaisir. Donc, je suis kiné et ostéopathe. Ma spécialité en tant que kiné, c'est, la cavité abdominopelvienne et les cicatrices. Donc vraiment, je suis, du diaphragme au périnée surtout des cicatrices un peu partout dans le corps et il y a quelque temps, j'ai décidé de passer sur les réseaux sociaux, en fait, pour faire de la prévention. Je savais qu'il y en avait besoin, mais je pensais pas qu'il y en avait besoin à ce point-là. D'expliquer tout bêtement que, bah, une fuite, une goutte, d'urine dans la culotte, c'est déjà une fuite et que c'est pas normal. Que d'avoir mal quand on a un rapport sexuel, c'est pas normal. Donc je crois que c'est comme ça que j'aide mon prochain, tant au cabinet avec mes patientes qui sont arrivées jusqu'à moi, tant en prévention sur les réseaux sociaux, avec tous mes réseaux Princesse Périnée où, je parle beaucoup du périnée, je parle beaucoup, de notions autour de la femme, de la santé de la femme, de l'estime de soi, de la féminité, parce que pour moi tout en découle en fait, j'ai en étant ostéopathe, j'ai une vision holistique de la personne. Donc, je peux pas rééduquer un périnée, je rééduque des gens qui ont des problèmes de périnée. Alors c'est vrai qu'on critique souvent le terme holistique dans les sphères scientifiques parce que ça fait un peu hippie, mais en réalité c'est quelque chose que une vraie approche est toujours holistique parce que tu prends tout en considération. Donc je suis aussi d'accord pour utiliser ce terme Et au je me vois max. bien avec des fleurs dans les cheveux, moi, ça me va. Alors, t'as sauté un peu sur le sujet, donc je vais un petit peu introduire le sujet pour nos auditeurs. Je pense qu'on peut dire que la plupart des gens peuvent être divisés en deux groupes. On a un premier groupe qui pense que l'incontinence urinaire chez les athlètes féminines ou les femmes fit est assez rare. Alors, petit indice, comme tu l'as dit, ce n'est pas le cas. Et le deuxième groupe qui pense qu'une légère incontinence au cours d'exercices de haute intensité est normale. Petit indice encore, ce n'est pas non plus le cas. Euh, donc, la plupart des gens pensent que l'incontinence vient d'une faiblesse génétique, d'une blessure ou de l'âge avancé. Et si les gens en parlent autour d'eux, c'est généralement avec une femme qui vient d'accoucher ou une personne âgée ou quelqu'un qui vient de se faire opérer de la prostate, par exemple. Pourtant, l'incontinence urinaire, c'est assez commun chez les athlètes féminins. On a d'ailleurs des recherches qui montraient que jusqu'à pratiquement 50% des athlètes de haut niveau avaient ce problème d'incontinence urinaire. Et chez aussi des personnes qui n'ont jamais accouché, qui n'ont pas eu de blessures sérieuses au niveau de cette région non plus, parce qu'on sait que ça peut arriver à cause de ça. Donc, par rapport à ça, par rapport à ton expérience, est-ce que c'est quelque chose que tu penses dont on ne parle pas ou parce qu'on sait que c'est commun, les recherches nous le montrent, mais pourtant c'est pas quelque chose dont on parle souvent, c'est pas quelque chose qui est abordé sur les réseaux ailleurs que chez Princesse Périnée. Euh, Pourquoi tu penses qu'il y a ce non-dit? Pourquoi tu penses il y a ce manque de communication par rapport à ce problème qui est pourtant hyper commun? Alors je pense qu'il y a 2 problèmes. Il y a le premier, c'est qu'on pense que c'est normal, déjà, parce qu'effectivement, il y en a tellement que quand la parole se délie, ben, on a l'impression que c'est normal. Et 2 parce que c'est tabou et méconnu. Alors est-ce que c'est méconnu parce que c'est tabou, ou est-ce que parce que c'est méconnu, c'est tabou? Ça, j'aurais pas la réponse. Mais comme on parle de la sphère, intime, plus que le périnée, bah, pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est quand même en bas, c'est pipi, caca, cucu, mais aussi la force. Donc du coup, ouais, je pense que le côté tabou, il joue. Souvent, les athlètes de haut niveau sont des athlètes qui ont commencé tôt. Ça a été des enfants et des pré-ados et des ados. Donc c'est pas facile de parler de la sphère intime. Elles sont très entourées, par des hommes adultes aussi, donc parce que souvent les coachs, c'est quand même des hommes. De plus en plus, il y a des coachs femmes, mais beh, voilà, entre penser que c'est normal et que cette zone est taboue, ben, on n'en parle pas, on met ça de côté et c'est au décours, souvent c'est au décours de leur rééducation du postpartum, donc une fois qu'elles ont eu leur bébé, qu'elles apprennent qu'en fait c'était pas normal qu'elles aient autant de fuites urinaires, enfants, adolescentes et jeunes adultes.
Donc, c'est là où il faut vraiment former tout le monde et former les coachs parce que Et ça, même ça si... arrive pas seulement pendant l'exercice, hein, on est d'accord, hein, il y a Non, des femmes qui ont des problèmes. Ça, on va en parler un petit peu pour identifier peut-être les différentes causes de l'incontinence urinaire, mais ça peut être pendant un exercice. Alors, c'est vrai que moi, c'est plus dans ce cas-là que je vois ce genre de problématique, mais il y a des gens, il y a des femmes qui éternuent ou qui toussent ou quelque chose comme ça et qui peuvent avoir des fuites dans ce cas-là, c'est ça, hein. ils rigolent pendant les fous rires, ouais. Et en plus, c'est comment dire? Heu, l'expression genre, «Ah j'ai un fou rire, arrête de me faire rire, je vais me faire pipi dans la culotte». Bah, ça, on l'a tous entendu, mais ça sous-entend que c'est normal. Après, il y a tout le côté sociétal avec ceux qui vendent des protections, urinaires, sans les nommer, TENA et Always qui arrivent, derrière, qui, sous couvert, Pour de sportive. bien-pense ouais, pour sportifs, sous couvert de bien-pensance, vous font 3 vidéos, pour savoir ce que c'est le périnée et faire des exercices de renforcement du périnée, mais à aucun moment vous disent de consulter et par contre vous disent: «Mettez des couches pour pas être mouillé». Voilà. Donc ça aussi, c'est fou, mais comme c'est la première chose qu'on voit à la télé, même enfant, quand on voit les publicités qui sont destinées aux adultes, mais qu'on les voit, bon, on se dit: «C'est normal» et puis même dans le rayonnage des supermarchés. Je veux dire, il y a des protections, pour les menstruations et ça enchaîne sur les protections, pour les fuites urinaires. Donc en fait, à partir du moment où c'est un rayonnage de supermarché, ça rentre dans la norme. Donc moi, j'aimerais bien que ça soit vendu qu'en pharmacie avec le conseil du pharmacien. Mais bon, Unilever est un et c'est pas Unilever, c'est une multinationale, qui a un poids bien plus important que Princesse Périnée, donc j'ai pas encore les moyens de les faire flancher, mais là, c'est un vrai problème politique. Il faudrait que les couches ne soient pas vendues en supermarché. Justement, tu parlais tu sais, des exercices qui sont un peu balancés à tout le monde sans prendre en compte l'origine réelle de la fuite urinaire. Et je vais pas te l'apprendre parce que tu le sais 10 fois mieux que moi, mais ça peut être problématique en fonction du type de problème que la femme peut avoir. Justement, par rapport Et à ça, l'homme aussi. ouais, pour comprendre, en fait, je pense que comprendre les causes, c'est extrêmement important parce que les solutions sont pas les mêmes d'une athlète à l'autre, on est d'accord. Donc, C'est ça. je pense qu'on va un peu parler rapidement peut-être des différentes causes et peut-être un peu d'anatomie pour que tu nous expliques pourquoi chez une femme la rééducation ne va pas être la même que chez une autre en fait finalement. Et que balancer Exactement. des exercices comme ça en tant que standard et dire bon bah vous faites ça et vous allez rééduquer votre périnée et basta, en pratique c'est pas toujours le cas. En fait, les exercices standards, c'est des exercices de Kegel ou de Kegel. C'est un gynécologue contemporain de Pilates qui s'est dit quand même le premier, tiens, il y a des muscles dans le périnée, si on rééduquait, si on faisait travailler ces muscles. Il a quand même une bonne idée, on va pas lui reprocher. Mais On va du pas lui coup, lancer la pierre. on va pas lui lancer la pierre, mais c'est devenu le must-have pour ceux qui en fait ne pigent pas grand-chose au périnée et se disent tiens, mets des boules de Kaija et fais des exercices de Kegel. Allez, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le périnée, c'est une zone. Déjà, on va commencer par là, devant le pubis, derrière le coccyx et sur les côtés les ischions. Donc ça fait un losange en fait. Ce losange, c'est la zone du périnée. Il y a des organes, il y a des tissus mous, il y a des fascias et il y a que 20% de muscles. Dans ces 20% de muscles, il y a des muscles phasiques, des muscles toniques, donc ils ne fonctionnent pas tous de la même manière. Et au-dessus, ben, il y a la vessie, qui est tenue par des ligaments et qui est tenue aussi par des fascias. Donc déjà, on se pose la question, juste on parle des fuites urinaires, il y a aussi la possibilité des prolapsus. Les prolapsus, c'est les descentes d'organes. Donc ça peut être les femmes où ça descend prioritairement par le vagin, mais les hommes aussi peuvent être touchés, ça peut descendre par l'anus, être intériorisé ou extériorisé, surtout sur les sports de force. Excuse-moi Donc de te les hommes, couper, ils peuvent justement écouter aussi. par rapport à ça, l'anatomie féminine et masculine est différente au niveau du plancher pelvien, hein. C'est ça? Oui, on est tout à fait d'accord parce que bah, du coup, le périnée féminin est ouvert. Vu qu'il y a le vagin, les muscles sont pas. Ce sont les mêmes, quasiment pareils, parce qu'en fait, l'anatomie du fœtus est la même jusqu'à, je crois, que c'est entre 8 et 12 semaines de vie intra-utérine. Et il y a une différenciation qui fait qu'il y a une anatomie plutôt féminine, plutôt masculine, et il y a des intersexes. C'est possible aussi. On ne va pas rentrer dans ces discussions-là parce que sinon, c'est pas un podcast qu'il nous faudrait, c'est plusieurs jours. Je t'ai Mais coupé, mais tu parlais des actions, le fait que bah, ça retient tout ce qui est en place. C'est une des actions du plancher pelvien. Donc, comme voilà. tu disais,
les problèmes de prolapsus parfois découlent d'un problème D'un- d'action du de périnée. périnée, Ouais. c'est ça. Donc, en fait, là, on se focus sur les fuites urinaires, mais il y a d'autres soucis déjà. Et sur les fuites urinaires, il y a des fuites urinaires d'effort, des fuites urinaires par impériosité, qu'on appelait avant par urgenturie. Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est qu'on a envie de faire pipi, il faut y aller tout de suite maintenant. Donc, par impériosité, c'est plutôt la vessie. C'est la vessie qui dysfonctionne parce que c'est une neurologie automatique qui fonctionne avec le cerveau et des fois à pas s'écouter ou à écraser trop fort la vessie entre guillemets quand il y a des surpressions, fait que ça la fait dysfonctionner. Donc pour ça, je rentrerai pas dans les détails aujourd'hui, mais à savoir que les fuites urinaires peuvent être dues à des problèmes d'impériosité et que déjà la première des choses à faire, c'est de pas faire de pipi de sécurité. On va faire pipi que quand on a envie, on se force pas à en faire pipi. Donc pour les parents qui nous écoutent, on ne force pas les enfants à en faire pipi. Pour les athlètes, on va pas faire pipi, on se force pas afin de faire de la corde à sauter, des jumping jacks, avant de lever. On ne se force pas. On se fait confiance, on y va quand on a besoin d'y aller. Donc ça, c'est pour la partie impériosité. Et la partie périnée pure, donc les incontinences à l'effort, en fait, on parle que du périnée souvent, mais c'est périnée et abdos. C'est tout le caisson abdominal. Il faut que les abdos se contractent de la bonne manière, c'est-à-dire que le transverse soit recruté. Pourquoi? Parce que quand les abdos du bas, en dessous du nombril, se recrutent, le périnée se recrute de manière automatique et se contracte de manière automatique. Et deux, souvent les athlètes ont des abdos trop forts, déséquilibrés par rapport au périnée, parce que comme elles n'ont pas considéré et comme elles n'ont pas renforcé, il y a un déséquilibre de force qui fait que le périnée est quand même fort, mais pas assez fort comparé aux abdos ou pas assez mobile et fonctionnel parce qu'on souvent j'utilise l'image du biceps. Il faut que le périnée il fasse une course complète comme un biceps pour être fonctionnel, il fasse une course complète. Donc de l'extension complète de coude à la flexion complète de coude. Si un biceps il est très très fort, il est très très gros, mais qu'il est tellement gros qu'on ne peut pas plier son coude et que du coup on ne peut pas manger parce que le but de fonction la fonction de base du biceps c'est d'amener notre main à la bouche pour manger. Voilà. Donc, Ou porter entre quelque autres, chose. porter quelque chose. Mais la course complète, c'est pour aller manger. Et du coup, moi, je pense en tant que rééducatrice, c'est autant porter des choses, si la course, elle n'est pas complète, tu peux porter quelque chose à côté de toi. Tu vois, si la course complète de ton coude, si la course de ton biceps n'est pas complète et que ton coude ne peut pas bouger dans son amplitude complète juste à cause du biceps, on ne rentre pas dans l'articulaire, hein, mais ça serait trop compliqué, tu ne peux pas manger, clairement. Tu ne peux pas avoir la fonction primaire. Donc, en fait, un biceps très gros et trop fort, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut qu'il ait assez de force, mais qu'il soit mobile et fonctionnel. Le périnée, c'est pareil. Il n'y a pas besoin qu'il soit très très fort, il y a besoin qu'il soit mobile et fonctionnel, c'est-à-dire qu'un périnée qui se contracte, pour tous les gens qui nous écoutent par exemple, ils peuvent s'asseoir, s'ils sont dans la voiture ou ailleurs, ils peuvent s'asseoir les deux fesses posées. S'ils contractent leur périnée, c'est-à-dire qu'ils retiennent un gaz ou qu'ils retiennent des urines, ils doivent sentir que ça remonte, comme si l'intégralité des organes du petit bassin était poussée vers le haut. S'ils contractent fort mais qui serrent les fesses, ça va pas. S'ils contractent fort et qui serrent à l'horizontale, ça va pas. Et c'est tout le problème des exercices de Kegel qui renforcent énormément le périnée mais qui font pas forcément la course complète et qui considèrent pas les abdos. Donc en fait, le bilan, qu'on en revient à un bilan, pour une athlète pour une athlète ou pour une autre, c'est le bilan qui va faire la différence. Alors, je suis très content que tu abordes le périnée dans sa globalité avec les autres muscles parce que moi c'est vraiment ce que je vois par rapport à mes coachings et aux problèmes que j'ai déjà eu avec des athlètes. C'est comme tu le disais bien, c'est un ensemble et tu peux pas juste considérer le périnée sans considérer comme tu l'as dit le muscle transverse. Tu as aussi le diaphragme du coup qui est attaché au-dessus et qui compte, et tu as aussi je crois que les fascias se connectent avec le multifidus de la colonne vertébrale. Donc, le problème qu'on voit souvent, comme tu disais, c'est qu'il y a un problème d'équilibre entre la maîtrise de tous ces muscles-là qui se retrouvent dans les exercices polyarticulaires ou les exercices où vous avez demandé une stabilité du bassin. Et le problème, c'est qu'un manque de stabilité au niveau de ces muscles, ça va se traduire par
souvent des problèmes et potentiellement des problèmes au niveau du plancher pelvien et du périnée. Donc merci encore de rappeler ça. Et du coup, pour synthétiser un petit peu ce que tu as dit, on a des athlètes qui se retrouvent avec un manque de maintien du périnée, c'est-à-dire un périnée pas assez musclé, mais on a aussi des athlètes qui se retrouvent avec pas forcément un périnée qui est pas musclé, mais c'est juste qu'il y a un déséquilibre entre peut-être leurs abdominaux, leurs transverses, leurs obliques, etc., et leur force du périnée. Et on a aussi des athlètes qui se retrouvent avec peut-être un périnée qui est trop musclé par rapport au reste, encore une fois, et ça crée un déséquilibre qui peut potentiellement aussi créer une fuite urinaire. Ouais, on peut avoir des fuites urinaires avec un périnée hypertonique, comme on dit, avec un périnée trop musclé, parce qu'en fait, ce qui va permettre de verrouiller, notamment sur des mouvements, c'est la malléabilité du périnée, en fait. Donc s'il est trop fort, bah, il verrouille plus. Et les tissus sont pas assez souples, en fait, pour verrouiller. Donc oui, on peut avoir des fuites urinaires sur un périnée hypertonique. Ça dépend pas que de la force. Et justement, on va en parler peut-être un petit peu après du côté pratique de comment attaquer le problème sur ces trois ou plus de possibilités. Mais comment quelqu'un peut déterminer en fait de quel groupe il fait partie en fait. Comment il sait, bon, mon périnée n'est pas assez musclé, donc je vais plutôt aller vers du Kegel comme tu disais, qui est généralement la base. Mais vu qu'on sait que c'est pas seulement ça, est-ce que j'ai un périnée hypertonique? Comment je fais pour savoir dans quelle catégorie je me place par rapport à ça, quand j'ai malheureusement pas l'aide d'un kiné ou de quelqu'un qui va m'aider dans cette démarche? Parce que c'est souvent le cas. Ouais, alors on va se focus sur le périnée du coup. L'idée, c'est de savoir, où c'est et comment ça se contracte. J'en ai parlé juste avant. Donc être assis et essayer de retenir des urines et retenir des selles, par exemple. Déjà prendre conscience que quand on fait ça, ça doit bouger. Les fesses ne doivent pas se contracter et que, par exemple, retenir un léger gaz, on sent le sphincter de l'anus se contracter et remonter, mais il y a que ça qui bouge. Et après, retenir des urines, on sent que c'est bien plus en avant. C'est-à-dire que même si le périnée, c'est une zone qui est assez petite, entre le sphincter de l'anus et le sphincter urétral, il y a en moyenne entre 7 et 10 centimètres. Donc, c'est quand même pas au même endroit. Et du coup, prendre conscience de ça, parce que tu as aussi des athlètes qui ont un périnée très fort, mais qui savent pas contracter devant. En fait, elles sont toujours en train de serrer les fesses et elles n'arrivent pas à activer leur sphincter urétral. Donc ça, c'est important déjà de se dire, est-ce que j'arrive à faire devant, derrière? Est-ce que quand je contracte, ça remonte ou ça reste plutôt à l'horizontale? Est-ce que si je serre, je remonte, j'ai le bas du ventre qui rentre, comme s'il était aspiré dans la contraction? Ça, c'est des signes que ça fonctionne bien. Donc si quand vous le faites et que vous le répétez, parce qu'évidemment, c'est pas en le faisant une fois que ça fonctionne, il faut le répéter plein de fois. Si quand vous le faites et que vous le répétez, ça fonctionne pas, c'est déjà des signes qu'il va falloir se focus sur la zone. Et là, c'est autant pour l'athlète que pour les coachs sportifs. C'est-à-dire que pour moi, tu peux pas parler d'abdos si tu as pas déjà bilanté tout ça, en fait. Si tu as pas pris, si tu leur as pas dit ce que c'était un périnée, si tu leur as pas dit ce que c'était une contraction correcte du périnée, leur faire prendre conscience que quand elles soufflent et qu'elles rentrent le ventre, même les zones d'ailleurs, quand vous rentrez le ventre, quand vous engagez le transverse, le périnée remonte. C'est-à-dire que là, même assis, on essaye juste de rentrer le bas du ventre, vous devez sentir que le périnée remonte. Vous serrez, vous remontez le périnée, vous devez sentir que le bas du ventre remonte. Ça, c'est des tests. Quand vous coachez des gens qui font des abdos, par exemple, s'ils ont le ventre qui sort en dôme et le ventre qui ressorte, votre taf de coach ou votre taf d'athlète, si vous êtes autonome, maintenant on travaille beaucoup en autonomie, c'est de vérifier que ce ventre il sort pas. Et du coup, ne pas vouloir aller trop vite. Et c'est là où c'est compliqué parce que des fois, ils ont l'impression qu'ils vont perdre en performance. Mais alors, on ne fait pas ça avant une compétition, bien évidemment. Tout remaniement du corporel du sportif, on le fait quand il est en phase de repos, mais on va complètement décharger les barres si c'est du powerlift ou de la force. On va complètement diminuer les attentes sportives pour revenir à une conscientisation des core muscles, parce que périnée et transverse font partie des core muscles. On va stabiliser via On du n'a core toujours pas un training. terme en français pour core muscles. Les muscles du tronc ou les muscles du noyau, mais c'est Ouais, mais pas bon, connu.
Tu pourrais dire Alors, les pecs j'utilise hein, dans les muscles du tronc. mon super anglais. Tu sais, les gens, ils comprennent mieux avec mon anglais de merde qu'avec un mot en français. Alors, ils se tapent des corps muscles. Excusez-moi, mais c'est comme ça. Mais ouais, les core muscles, en fait, donc tout ce qui est core training, ça c'est assez connu, euh, qui peut se faire au Pilates, mais là encore une fois, comme je dis souvent, il faut mieux du CrossFit bien fait que du Pilates mal fait. Tout est important de comprendre l'intériorité de l'exercice et c'est là où c'est hyper compliqué parce qu'il faut beaucoup de mots, il faut que le coach arrive à faire comprendre à son coaché l'exercice qu'il veut vraiment. C'est pas des circuits neurologiques qui sont automatiques pour certains. J'ai pas de données dessus, je me suis pas posée sur ça, mais il faudrait que j'en parle avec des confrères qui font de la kiné pédiatrique. Je pense qu'il y a des schémas d'acquisition neuromotrice de l'enfant qui sont importants à corriger tôt, parce qu'il y en a, ils ont des périnées, des transverses qui fonctionnent nickel assez tôt, et il y en a qui fonctionnent pas. Donc, je pense qu'il y a des schémas d'acquisition motrice. Bref, du coup, quand ils sont pas là, ces schémas d'acquisition motrice, il faut les travailler. C'est notre boulot de rééducateur d'intégrer ces schémas d'acquisition motrice, de les répéter, 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 répéter. Et c'est votre boulot de coach de dire comment bien faire. Et la limite, elle est OK, ben lui, il y arrivera pas en séance de groupe, par exemple, parce que il part de trop loin, donc il va falloir partir sur la rééducation. Et lui, il y arrivera, mais j'ai besoin de plus détailler, j'ai besoin de plus répéter. Mais c'est un travail qui est chiant, c'est pour ça que personne ne le fait, parce qu'il faut bien se dire la vérité, c'est que Bah, quand tu c'est as de envie d'élever les barres, l'individualisation aussi. Quand tu as c'est affaire de à un groupe, l'individuel. tu as 10 personnes devant toi, tu vas pas passer 1 heure sur le périnée de chacun, etc. Donc c'est compliqué. Mais c'est bien que tu le rappelles parce que tu vois, moi je suis coupable d'il y a quelques années. C'était pas une question que j'avais dans mon questionnaire initial, tu vois. Et c'est quelque chose sur lequel je m'attardais pas parce que je pensais pas que c'était aussi commun. Et une fois qu'on m'a mis les recherches dans la tête en me disant ouais bah tu vois presque 50% des athlètes de haut niveau, je vais ah d'accord bon bah va peut-être falloir que je commence à poser des questions et voir ce qu'il en est de mes athlètes féminines et effectivement c'est quelque chose qui est comme tu le dis commun et pas facile euh, à mettre en œuvre enfin en termes de suivi parce que déjà la plupart des gens ne le comprennent pas, ne l'étudient pas aussi et comme tu dis, c'est beaucoup de muscles que tu ne vois pas, donc qui sont pas forcément évidents, tu sais, d'avoir cette connexion et de se dire oui, bah tu sais, ton transverse. Attends, rappelle-moi mon transverse, comment je le, Ah, comment je le muscle. Donc le périnée, comme tu as dit, c'est encore plus difficile à visualiser. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, tu disais le fait d'être assis. Tu recommandes de le faire assis pour avoir une neutralité dans ton placement dans du mon bassin. bassin, ouais. C'est ça, hein. Ouais, ouais, bah, en fait, on commence la rééducation allongée Ouais. pour des questions simples parce qu'en fait, déjà, souvent, on fait un Jambes toucher relevées. vaginal plié, ouais, jambes pliées. Ouais. Ouais. Comme ça, le bassin est stabilisé, mais surtout, nous, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un biofeedback manuel parce qu'on fait un toucher vaginal à ce moment-là et qu'on teste manuellement le périnée. Mais quand bien même on ne Alors le ça, ne toucherait le pas, faites ça... pas avec vos athlètes tout de suite, hein. Non, On est c'est un d'accord. acte Non, 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 mais médical qu'il il faut... faut expliquer, Sabrina, parce que sinon, Ok, on va me ok, dire, ouais, ok. mais du coup, tu le fais quand, le toucher Non, vaginal non, non, avec non, tes non. Moi, je athlètes? suis... Les ostéopathes n'ont pas le droit de le faire. Certains le font, mais ils n'ont pas le droit de le faire. Les kinés, on a le droit parce qu'on est des professions médicales reconnues. Je parle de la législation française, que je ne connais pas les autres législations. Ce sont des actes médicaux soumis à consentement. On Bien sûr. demande un consentement médical que la patiente ou le patient accepte un toucher vaginal ou un toucher rectal pour examiner un périnée. Et on n'est pas obligé d'en passer par là. Donc, je parle de mon expérience, mais vous, en tant que coach, vous n'avez pas le droit de toucher cette région-là de vos coachés. Je préfère le rappeler. Et ouais, ça pourrait être assimilé effectivement à une agression sexuelle. Donc, non, on ne touche pas. Effectivement, tu fais bien de me le dire parce que ça me semble tellement évident, mais tu fais bien de le rappeler. Donc, oui, on commence sur le dos parce qu'en fait, tout simplement, pratico-pratique pour nous rééducateurs, mais au-delà de la rééducation, vous coachez, vous coach et coacher, vous pouvez commencer sur le dos. Pourquoi? Parce que en termes de cotation musculaire, on est un périnée qui est à zéro, qui ne fonctionnerait pas beaucoup. En fait, il n'y a pas le poids de la pesanteur. On n'a déjà pas la pesanteur et pas les organes. Assis, on a la neutralité du bassin, mais on a la pesanteur et le poids des viscères. Après, on passe debout. Après, on passe debout en bougeant.
Après, on passe debout en sautant. Après, on passe debout en courant. Enfin, voilà. Ça, c'est l'évolution. En fait, il faut maîtriser son périnée allongé sur le dos pour après pouvoir le mettre en charge progressive. Et je me rappelle quand on s'était vu, tu travaillais avec des powerlifteuses, je crois, ou des athlètes de force féminine. Et justement, quand tu vas voir des personnes comme ça qui se rapprochent un petit peu plus des populations qui écoutent ce podcast ou dont les coachs vont faire affaire, euh, que- comment tu commences parce que j'imagine que tu les retrouves dans leur salle de sport, dans leur centre d'entraînement ou des choses comme ça. Euh, comment Je, tu je, procèdes par rapport à ça? je fais comme je peux. Non, En fait, avec une des équipes de powerlift, j'ai fait un atelier avec le coach qui est né aussi et qui en a fait pendant des années et l'ostéopathe pour comprendre les tenants et les aboutissants du sport. Mais ça, en fait, quand tu es kiné et que tu coaches quelqu'un, d'abord, tu comprends les tenants et les aboutissants de son sport et qu'est-ce qu'il va falloir rééduquer. On n'est pas obligé de le maîtriser, mais au moins le comprendre et comprendre les contraintes biomécaniques. Donc, j'ai essayé de comprendre comment ça se passait. J'ai essayé la ceinture pour voir comment ça se passait. Et après, j'ai bilanté. Donc, j'en ai bilanté quelques-unes. Le problème, c'est que moi, je travaille à Toulouse et qu'elles ne sont pas à Toulouse. Donc, on fait comme on peut. Mais je suis obligée de passer par un bilan complet parce que ce n'est pas parce qu'elles sont athlètes de powerlift qu'elles ont toutes le même problème. Et pour l'instant, celles que j'ai testées, alors j'en ai pas testé beaucoup parce que les contraintes font que c'est compliqué. Et là, je fais un appel à mes confrères kinés du périnée de pas minimiser les choses parce que par contre, j'ai des confrères de mon côté qui sont fautifs aussi en disant ouais, bon, ils font du sport de force, ils lèvent 100 kilos, c'est normal qu'ils se pissent dessus. Ben non, c'est pas normal en fait. C'est ce que je disais dans l'introduction, dans le sens où il y a les deux groupes de ah bah c'est rare et les autres que c'est ah oui mais parce que c'est des sports de haute intensité donc c'est normal. C'est ça. Et le soignant, parfois, est fautif aussi de penser que c'est normal. Ça n'est pas normal. Donc, moi, je les bilante. Je cherche exactement le problème qu'elles ont et je les rééduque en fonction du bilan. Et après, comme je te disais tout à l'heure, je les vois si possible à distance des compétitions pour intégrer. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui me demandent et que j'ai pas encore pu voir parce que soit elles n'ont pas la possibilité de se déplacer à Toulouse, soit après, oui, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que je prenne le cabinet d'un collègue, d'un confrère, il faut que je puisse les examiner. C'est pas évident. C'est pour ça que je l'ai fait pour 2 ou 3 filles. Mais il faudrait que, pour moi, sur ces sports-là, en fait, pour tous les sports de haut niveau, pour moi, il y a le coach, le préparateur physique, le kiné classique. Il faudrait un kiné du périnée, en fait. Tu vois, il faudrait vraiment les gymnastes, les trampolinistes, les powerlifteuses. T'as oublié le nutritionniste aussi s'il te plaît. Et ouais, le nutritionniste, c'est vrai. Mais en tout cas, il Avant, faudrait que avant le, lui. avant le Ouais, kiné spécifique périnée peut-être. ouais, c'est vrai, le nutritionniste. Mais ouais, effectivement. Et le truc, c'est qu'en plus, par exemple, au powerlift, tu as la fédération, ok, mais après, toi, tu en entraînes qui font des compétitions de haut niveau quand même. Ouais. Tu vois, parce qu'il n'y a pas, il y a pas que des entraînements dans des lieux dédiés, etc. Donc, pour moi, il faudrait vraiment que sur ces sports-là, dès que vous bilantez et que vous avez des fuites urinaires, voyez pour que vos athlètes, parce que ça peut être des hommes aussi, aient un kiné spécifique, un kiné référent qui maîtrise les abdos en général, voire qui puisse rediriger vers une kiné du périnée pour un bilan complet, parce que comme on l'a abordé tout à l'heure, euh, là, il y a un transfert de compétences qui ne peut pas se faire. Je veux dire, le bilan que nous, on fera, vous êtes des donneurs d'alerte, et déjà, si tous les coachs demandaient aux coachés si elles ont des fuites urinaires, je veux dire, déjà, c'est un énorme boulot et une énorme mise en avant de notre spécialité qui serait faite. Comprennent comment on active le périnée au travers des abdos et du transverse, ben là, deuxième job de fait, j'aurais déjà beaucoup moins de travail. Et ça serait cool. Et si malgré tout ça, ça perdure, là, il faut aller voir un rééducateur du plancher pelvien qui va faire le bilan complet. Et c'est... Après, c'est aussi compliqué parce que du coup, il y a pas de... Il y a des athlètes qui sont sponsorisés et qui du coup peuvent payer un peu plus cher les soins. Mais sinon, c'est vrai que suivre des athlètes, c'est aussi une vocation de soignant parce qu'on n'est pas plus payé pour suivre des athlètes. Et donc, appeler le coach, discuter avec le coach, se rencontrer, etc.,
ça, c'est une vraie implication, C'est un gros investissement, quoi. temps. Mm. Ouais, temps Je rebondis qui est un pas peu forcément. à ce que tu disais, parce que tu disais certains sports, et justement, je voulais qu'on en parle un petit peu. Euh, Moi, j'avais vu des papiers sur le fait que des sports à haut impact, tu vois, par exemple le trampoline, des choses avec beaucoup de sauts, etc., étaient souvent plus problématiques que d'autres sports. Est-ce que, via ton expérience, c'est quelque chose que tu vois aussi? Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus problématiques que d'autres? Oui, totalement. En fait, il y a donc la courbe, elle est comme une cloche. Donc, il y a autant de fuites urinaires sur la sédentarité que sur le sport à haut niveau. Et ça, c'est important de le dire. C'est pas les mêmes causes, mais donc le sport bien fait est bon pour le périnée. Ça, faut vraiment l'entendre. Ça renforce le périnée, ça renforce les fascias, bref. Une fois qu'on passe sur la partie sport de sport de haut niveau, c'est plus de 8 heures par semaine. Donc, quand même, les gens qui vont écouter ce podcast, je pense qu'ils sont plutôt dans la catégorie sport de haut niveau. Ben, les sports les plus délétères pour le périnée, c'est le trampoline, la gymnastique, les sports en force, les sports de force, euh, les sports complets. On en parle peu, mais genre une rugbywoman qui va avoir besoin de réactivité musculaire pour courir vite, de sauter, de rentrer dans les mêlées, de force, etc. Elle, on lui demande tout en fait, même si en fonction de sa position dans l'équipe, elle sera plus forte pour une partie de, mais on lui demande vraiment tout. Donc ça, c'est des sports très porteurs de problèmes de périnée. Évidemment, une golfeuse, par exemple, même une golfeuse de haut niveau, elle n'aura pas de problème de périnée ou qui ne seront pas dus à son sport. Donc Donc plus oui, il y a ces sports dépendent d'impact, là. plus il y a de maintien en force du corps, hein, comme tu l'as dit tout à Mhm. l'heure, plus potentiellement tu vas te rapprocher vers des problèmes de ce type, quoi. Ouais, les problèmes de périnée chez les sportifs de haut niveau sont sport dépendants. Ils sont beaucoup plus faciles à gérer sur du sport de force. Donc même une powerlifteuse, si elle engage bien son périnée, bien ses abdos, qu'elle y va de manière progressive, qu'elle met bien sa ceinture aussi, elle devrait ne pas avoir de problème. Sur une trampoliniste, Par rapport c'est à plus ça, excuse-moi, tu disais le test de la ceinture tout à l'heure. C'est ça que tu as dit, hein, je crois, hein. comment j'ai testé la ceinture de Ah, tu as testé powerlift, la ceinture. Ok, donc, ok. l'énorme ceinture de powerlift, je l'ai testée. Et du coup, j'ai compris comment ils la mettent souvent. Alors, ça a un nom, cette manœuvre, mais quand les sportifs Bah déjà, ça la va. ceinture ouais, la ceinture pour le sport de force, on la met que quand on est à haut niveau. Sinon, la ceinture naturelle, c'est le transverse et on évite de la mettre dès qu'on commence. Alors À là, part on en peut faire soutien un podcast psychologique. juste là-dessus aussi, donc on va pas se lancer sur ça, Voilà. mais je vois ce que tu veux dire. On commence pas direct avec la ceinture, on apprend à gérer sa ceinture naturelle qui est le transverse et après, on intègre la ceinture. La ceinture, souvent, elle est portée trop haute. Elle est posée sur les côtes, alors qu'il faudrait qu'elle renforce, comme je vous ai dit tout à l'heure, les abdos fonctionnels, c'est les abdos qui sont en dessous du nombril. Donc, il faudrait qu'elle soit très basse. Et deux, on la met. Moi, ce que je préconise, c'est on souffle, on fait une fausse inspi, un brace, un vacuum, en fait, et on la serre sur un vacuum. Et comme ça, après, quand on reprend une respiration normale, elle est serrée à bloc. Et quand tu fais ta manœuvre de Vassalva où tu viens appuyer sur ta ceinture, en fait, tu repousses pas ton transverse. Il est contracté, tu vois, comme tu as fait un vacuum, il est en course courte, tu as serré ta ceinture en course extrêmement courte du transverse. Donc, quand tu reprends une respiration normale, ton transverse est déjà en course courte. Et quand tu viens faire ton Vassalva dessus, c'est toujours en course courte, donc ton périnée s'engage aussi. Parce que le Alors problème que, de ces ceintures pas assez serrées, tu fais un ouais, Vasalva sur une c'est ce ceinture que pas j'allais dire. serrée, donc tu ressors tes abdos, tu pousses tes abdos vers l'extérieur, donc ton périnée pousse aussi, donc tu n'as aucun engagement du corps. Donc Exactement si ce que tu as j'allais tes... dire, c'est comme ça que c'est souvent enseigné, c'est-à-dire qu'on a une ceinture lâche, semi-serrée, et on vient pousser ses abdos contre la ceinture pour gagner en stabilité comme ça, et effectivement, bah, si c'est pas maîtrisé, c'est vraiment problématique, et moi, pour, c'est pas non pour plus la comme ça santé que je... périnéale, c'est faux, et pour la biomécanique de force, c'est faux.
Ouais, C'est-à-dire mais que aussi, pour les t'as le deux. problème de. Il y a beaucoup de gens qui savent pas respirer aussi. Tu dois le Ah voir oui, tout le temps. ouais, Le oui, fait de respirer avec le ventre pendant un exercice où tu as besoin d'avoir un gainage du corps, justement, bah, c'est aussi problématique. Donc, c'est holistique, hein, on a dit tout à l'heure. Hein, je pense qu'on revient là-dessus parce que c'est il y a tout ça. à voir. Euh, donc, comme tu l'as dit, c'est commun, mais c'est pas normal. Donc, si vous avez des problèmes comme ça, renseignez-vous, essayez de trouver des solutions pour vous. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut être... est-ce qu'on peut travailler en préventif? Tu vois, par exemple, si on a des gens qui nous écoutent et qui n'ont pas ce genre de problème, mais qui n'ont pas envie d'avoir ce genre de problème, est-ce que tu penses que ça peut être travaillé en préventif? Oui, totalement. Bah, on tourne autour des mêmes piliers, hein. Donc, pour prévenir et pour faire de la prévention, c'est connaître. Donc connaître son périnée, connaître ses abdos. Hem, En fait, pour l'instant, je me suis intéressée à pas mal de sports et comme, on les idées ont la les fausses idées ont la dent dure, on est venu me bousculer plus d'une fois avec ces histoires de périnée, de transverse et cetera. Pour l'instant, je ne suis jamais arrivée sur un sport où le périnée et le transverse ne devaient pas être engagés. Donc on apprend à l'engager, soit, en gainage, donc auto-agrandissement, on bloque transverse, on bloque périnée quand on est sur la force, soit, sur du cardio et on apprend à respirer, correctement pour que ça s'engage de manière automatique. Mais, savoir, où est le périnée, comment il fonctionne avec les abdos et savoir respirer, pour moi, c'est la base et c'est la base de tout coaching sportif. Moi, j'ai 3 piliers dans ma rééducation, c'est la respiration abdominale, être capable de respirer par le ventre en inspirant, en relâchant le ventre, mais relâchant le périnée, en soufflant par le bas du ventre, en rentrant le transverse, vraiment expiration forcée, en engageant le transverse et du coup le périnée s'active et en relâchant les côtes, une vraie respiration abdominale. Une respiration de gainage, donc la respiration de Pilates, être capable de souffler, engager périnée transverse, ça veut dire périnée remonté, transverse rentré, la partie sous le nombril ne bouge plus et on inspire et on souffle par les côtes basses. Ça, c'est la respiration qu'on retrouve au Pilates en permanence, mais qui est nécessaire pour une powerlifteuse, par exemple, si on veut qu'elle serre sa ceinture, etc. Donc, respiration abdominale, respiration de gainage et l'auto-agrandissement. L'auto-agrandissement, tu l'as dit au tout début, les fascias du multifit correspondent aux fascias périnéaux. Et en fait, c'est dès que tu te mets un auto-agrandissement correct, dès que tu déplies la colonne, tu actives les multifits qui activent transverse périnée. Donc en fait, le périnée et le transverse sont en place et t'as plus qu'à implémenter la bonne respiration. Plus t'es cardio, plus tu vas partir sur une respiration abdominale, mais pas une respiration de détente, une respiration vraiment adaptée à ton sport. Plus t'es force, plus tu vas partir vers une respiration de gainage. Et avec ces 3 outils, respiration abdominale, respiration de gainage, auto-agrandissement, à la base. Ok. Très, très intéressant. Je dirais même sur la respiration de gainage, il y a même deux respirations en fonction du type de cage thoracique. Côte flottante et haut du cage Écoute, thoracique. Ouais. ouais. Alors moi, je n'utilise quasiment jamais le haut de la cage thoracique Mhm. parce que parce que je rééduque très peu des très, très grandes sportives et que du coup, Ouais. elles ont voilà. Mais le haut de la cage thoracique, on en avait déjà parlé ensemble sur la vidéo sur le vacuum par rapport Justement, j'allais. aux apnéistes. Mais oui, c'est si tu veux, c'est juste, après, c'est moins fonctionnel parce Ouais, que tu vas te retrouver avec des scalènes qui bien sûr. travaillent fort et cetera, des trapèzes qui travaillent fort et C'est souvent d'ailleurs les ce que gens tu ne vois savent beaucoup chez des powerlifters, hein, des scalènes qui sont à balle ah parce voilà. qu'ils sont avec le squat et tu vois, ils respirent avec l'eau de la cage thoracique et du coup, ça demande pas mal, ouais. Mais déjà travailler la mobilité des côtes basses, être capable de prendre de l'air derrière dans les côtes et donc du coup, le stomach vacuum devient un super exercice de mobilité diaphragmatique et de mobilité costale et pas juste d'engagement du transverse, tu vois? Donc ça, c'est hyper intéressant. Donc le vacuum, c'est quelque chose dont on a parlé ensemble parce qu'on a fait une vidéo sur ta chaîne. Sur les gens Mmh. qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de Princesse Périnée que je mettrai en description. Ça, c'est un exercice qu'on peut recommander un peu à tout le monde, pathologie ou sans pathologie, on est d'accord.
Alors, si on fait que le stomach vacuum, euh, il y a 2 contre-indications majeures enceinte. On ne fait pas faire Ok. du stomach vacuum enceinte. Et aux hypertendus. Voilà. Parce que ça peut faire un peu flamber le cœur par rapport à la neurologie involontaire, etc. Voilà, surtout si vous coachez à distance et que vous n'êtes pas là pour vérifier. Voilà. Mais sinon, le stomach vacuum, en fait, on l'utilise comme on a envie de l'utiliser. Est-ce qu'on a envie de faire une contraction réflexe du transverse et activer le transverse? Est-ce qu'on a envie de mobiliser les côtes et du coup d'étirer le diaphragme? C'est un outil. Comme tous les outils, on s'en sert comme on en a envie et on l'implémente dans un coaching ou dans des exercices de rééducation en fonction de ce qu'on veut en faire. Donc oui, pour moi, ça reste un très très bon exercice. Tu le sais. Tu parlais des femmes enceintes. Alors si on parle un peu sur un autre sujet, tu t'occupes toi de femmes enceintes ou dans la pratique du sport ou des choses comme ça? Ben, moi, je les ai en cabinet beaucoup pour les maux de la grossesse, des problèmes de dos, des fuites urinaires qui arrivent parce que c'était déjà borderline et ça arrive pendant la grossesse. Mais je le fais pas en cabinet, mais c'est important d'en parler. Le sport pendant la grossesse est recommandé par toutes les instances internationales. Merci. C'est très clair, c'est 150 minutes par semaine. Donc, ça veut dire à peu près 45 minutes 4 fois par semaine. Une intensité modérée, ça veut dire que vous êtes capable de discuter et de parler pendant que vous faites le sport. Pas de cardio acharné, voilà. Et même si on ne fait pas de sport, on s'y met. Ça, c'est les bases. Évidemment, interdit l'apnée et les sports à risque. Donc, l'apnée, le ski et les sports à risque de chute et de contact. Voilà. J'ai tendance Des choses également à un peu logiques. recommander plus tu avances dans la période de gestation et moi je recommande les exercices qui nécessitent justement une maîtrise des abdominaux. Tu vois par exemple les mouvements au-dessus de la tête. J'ai tendance à dire qu'il faut faire attention parce que c'est au niveau de la séparation du grand droit. C'est des choses qu'on voit malheureusement chez des femmes qui sont enceintes, qui sont sportives, mais qui poussent peut-être un petit peu trop et qui demandent un peu trop de maintien. Les tractions aussi, ça peut être un peu problématique. Tous les exercices où il y a besoin d'un gros maintien ouais, des abdos, ouais. Mais, Mais oui, mais en comme fait, tu dis, sinon, on fait plus du muscle, on fait un bébé. Alors, c'est ça. on n'est pas là pour avoir une croissance musculaire, on est là pour la maintenir, on est là pour maintenir un cardio correct, on est là pour faire en sorte que ben, la maman elle ait un bon moral aussi, parce que si elle est sportive et que tu lui fais arrêter son Ouais. sport du jour au lendemain, ça va découler sur une dépression. Mais après, il faut écouter les mamans parce qu'il y en a aussi qui sont extrêmement sportives et qui sont tellement mal à l'aise avec les nausées ou avec l'état de grossesse qu'elles arrêtent tout. Voilà, ce qu'il faut déconstruire, c'est les fausses croyances sur si tu continues à faire du sport, tu vas avoir une fausse couche. Ouais. Il y a Il 20 y en à a beaucoup qui en ont 25% peur, des hein. gros. Surtout après 20, avoir fait une 20, fausse couche. c'est ça. Donc 20 à 25% des grossesses se terminent par une fausse couche et la maman n'y est pour rien. Alors souvent, c'était un œuf clair. Donc, en fait, la nature est bien faite si la gestation ne peut pas aller jusqu'au bout parce que l'ovule a rencontré le spermatozoïde, ça a fonctionné, mais après, le développement, c'est pas bien fait, par exemple. Donc là, la nature est bien faite, ça entraîne une fausse couche. Donc après, il y a des femmes qui sont plus à risque que d'autres, qui ont des utérus un peu trop contractiles ou qui sont passées par des FIV, par exemple. Celles-là, forcément, déjà, si ça a été compliqué d'arriver jusqu'à la gestation, on va faire un petit peu attention. Mais le rôle du coach sportif, c'est d'être toujours à l'écoute de la maman et surtout d'être couvert par le corps médical. Bon, il y a quand même des contre-indications majeures à la pratique du sport pendant la grossesse et il y a des contre-indications relatives qui sont toutes listées sur les recommandations canadiennes et sur les recommandations de l'HAS, de l'Haute Autorité en Santé, qui sont toutes Ouais, le disponibles Canada, sur ils Internet. ont donné plein de données là-dessus, hyper intéressant. C'est Moi, c'est ça. là-dessus Et que je me ça a suis été basé d'ailleurs. repris. Ouais. Et c'est posé, c'est carré. Donc, vous verrez de tout. Il y aura des gynécologues qui diront à leurs patientes, non, 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 surtout arrêtez le sport sans raison médicale, juste parce que c'est des fausses croyances. Donc là, vous aurez à ramer derrière pour leur dire, non, mais au moins marchez, faites de la marche nordique, c'est top, ça active tous les muscles.
Et il y aura des sportifs de haut niveau ou des sportifs qui sont accros au sport, qui auront envie de continuer. Et votre rôle, ça sera de tempérer, d'aller dans le sens du gynécologue ou de la sage-femme pour dire on se calme, ça va, tu reprendras ton niveau sportif après la grossesse, etc. Donc, c'est un vrai accompagnement one-to-one. On peut pas faire pour tout le monde pareil. Ce qui est sûr et ce que j'ai remarqué au décours de mon expérience, c'est que pour être à l'aise avec un enfant, il y a le postpartum immédiat qui est particulier, où plus la sangle abdominale et le périnée sera connu et reconnu, et plus ça sera facile d'avoir un postpartum correct parce que vous saurez vous remettre plus facilement, voilà, sauf problème lié à l'accouchement pur et dur. Et après, il y a le fait d'accompagner un enfant, en fait, et plier une poussette, la mettre dans le coffre, porter le cosy avec le bébé dedans et la poche de course de l'autre côté, parce que des fois, le papa travaille, il n'est pas toujours là, et qu'un enfant s'agrandit, et que moi, le mien, même à 5 ans et demi, il fait 20 kilos et qu'il veut des câlins et qu'il veut que je le porte. Et que quand c'est vendredi soir qu'il sort de l'école, que j'ai mon sac à dos, que j'ai mon sac, que j'ai mon Attention à fils dans l'hernie un bras, discale. que j'ai mon fils dans un bras et que j'ai son vélo de l'autre côté, parce qu'on était parti à vélo à la base, tu vois. Je pense que être à l'aise avec 25 kilos, c'est bien, tu vois. Pour une femme, être à l'aise avec 20-25 kilos, voilà, on parle de petites haltères de 2-3 kilos. Franchement, les gosses, ça pèse lourd au bout d'un Ouais, moment. c'est clair. Et Et puis, c'est oui, pas elle aussi porte le stable qu'une bébé. haltère de 2-3 kilos. Hein, Ça, non, c'est pas donc ouais, faut stable. bosser. Et quand ça fait même 7 ou 8 kilos que ça marche pas, qu'il faut, enfin, tu vois, oui, il y a les porte-bébés, oui, il y a toujours des solutions. Mais plus tu es à l'aise plus tu es à l'aise à faire un squat, un deadlift et des exercices fonctionnels avec un peu de poids, en prépartum avant même la grossesse, plus tu seras à l'aise pour t'occuper pour avoir une vie où tu galères pas, quoi, où tu n'es pas essoufflé pour Absolument. monter. Voilà. Donc Absolument. le sport, avant tout, c'est pour vivre mieux, quoi. Merci de le rappeler. Donc, pour résumer un petit peu ce qu'on s'est dit, c'est que on sort un peu du cadre grossesse femme enceinte. Les fuites urinaires, c'est commun, c'est pas normal. Donc si vous nous écoutez et que vous coachez, posez la question aux gens avec qui vous travaillez, c'est important. Si vous avez ce genre de problème, parlez-en aussi aux gens qui vous coachent ou aux gens qui vous suivent ou à votre médecin, à votre kiné pour essayer de trouver des solutions pour vous. Comme on l'a dit, il y a plusieurs cause de la fuite urinaire, et du coup trouver et identifier la cause, ça va vous permettre aussi de trouver les solutions pour vous. Et comme tu l'as très bien dit, si vous coachez et que vous n'êtes pas capable ou que vous ne comprenez pas forcément ces problèmes, poussez les gens que vous aidez à se diriger vers des gens compétents comme toi qui pourront les aider dans leur démarche et trouver des solutions à un problème, encore une fois, qui est commun mais pas normal. Et c'est pas parce qu'on vend des protections en grande surface que ça veut forcément dire que tout le monde doit avoir des fuites urinaires et vivre avec à vie, alors qu'on peut s'en sortir avec un bon encadrement et une bonne rééducation. Sabrina, merci beaucoup, Je beaucoup t'applaudis. pour ton temps et toute ton expérience à ce sujet. J'ai toujours une petite question en fin de podcast que je pose à mes invités. C'est est-ce que si tu avais un conseil à donner aux gens, quel qu'il soit, pour améliorer leur vie, un message que tu veux faire passer, qu'est-ce que ça serait? Global, pas que sur le périnée, hein. Sur ce que tu veux. Quelque chose que tu penses Mmh. qui est important à transmettre aux gens ou S'aimer, pour qu'ils ouais, améliorent. s'aimer soi-même, s'aimer assez. Un jour, j'avais entendu une phrase et ça m'est resté, en fait, c'est que genre, alors je sais pas comment ça fonctionne chez les gars, mais en tout cas chez les filles, elles vont me comprendre. S'aimer comme on aimerait sa meilleure amie. Sa meilleure amie, elle nous casse les couilles, on l'aime quand même. Elle est en train de chialer sur notre épaule, on l'aime quand même. Elle est en train de faire des Vous êtes conneries, on tellement l'aime quand mesquines même. entre vous. Non, mais c'est vrai, mais on s'aime pour de vrai. C'est-à-dire qu'on se dit les choses. En tout cas, moi, avec mes amis, on se dit les choses en face. On se dit quand on se fait chier, mais on s'aime quand même. Et s'aimer comme ça, en fait. Parce que souvent, on est Un amour extrêmement dur pour inconditionnel. soi-même. Ouais, l'amour inconditionnel qu'on peut avoir pour un enfant aussi, mais pour l'avoir pour soi-même. Parce que souvent, pour soi, on est extrêmement dur.
on n'est pas gratifiant pour soi, on n'est pas plein de reconnaissance et que quand même, on va rester avec nous-mêmes un long moment normalement. Donc, le jour où j'ai compris ça, c'est aller beaucoup mieux et que ça soit pas dépendant de son poids, que ça soit pas dépendant de ce qu'on fait ou de ce qu'on fait pas, parce que on peut tous faire des conneries ou on peut tous faire des choses pas top à un jour donné, à un moment donné de sa vie. Donc, faire du mieux qu'on peut et s'aimer soi-même. C'est très intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai tendance à être extrêmement dur avec moi-même dans ma tête. Ah Et bon? j'ai lu un truc là-dessus qui était hyper intéressant. C'était est-ce que est-ce que tu parlerais à ton meilleur ami, à ta mère, à ta conjointe ou à ton conjoint de la manière dont tu te parles à toi-même? Et en fait, quand tu prends ça en considération, tu te rends compte que parfois tu es vraiment dur et vraiment violent avec toi-même et que c'est pas forcément la meilleure approche pour arriver à ce que tu veux, à tes objectifs de long terme, parce que parfois bah, tu te tires un peu une balle dans le pied et c'est bien de le rappeler. Bah, Sabrina, merci beaucoup, beaucoup. Si Plaisir, vous avez merci de des m'avoir questions, invité. ils pourront te retrouver bien évidemment sur tes réseaux sociaux que je mettrai en description de ce podcast. Voilà, si tu as le mot de la fin. Ben merci, merci de m'avoir invité, merci de mettre à l'honneur les futurinaires chez les sportifs parce que tu sais à quel point ça me tient à cœur que vraiment toute notre présence sur les réseaux sociaux ne soit pas que du divertissement, que ça ait une vraie utilité et que ça ait un vrai fondement. Donc voilà, de mettre ma spécialité à l'honneur dans ton podcast, ça me fait vraiment plaisir et puis de partager du temps ensemble, on a toujours des choses à se raconter et c'est toujours passionnant. Donc merci aussi pour ce moment. Merci.